Depuis 80 ans, l'Europe vit dans un monde sans guerre majeure. Nous sommes sortis du monde réel parce que nous avons vécu une sorte de paradis, c'est-à-dire la plus longue période de paix, de prospérité, de liberté depuis la chute de l'Empire romain. On s'est convaincu que la morale, le droit ou la diplomatie suffisaient. C'est ça la diplomatie, hélas, c'est que vous devez souvent négocier avec le diable. Et aujourd'hui, on le voit, partout dans le monde, la guerre est revenue, et ce, jusqu'aux portes de l'Europe, en Ukraine. Poutine sait parfaitement que les Européens ne voudront pas mourir pour l'Ukraine. La question, c'est comment les États décident-ils vraiment de rentrer en guerre? Qu'est-ce qui les motive? Est-ce que la morale a encore un impact? Et est-ce qu'aujourd'hui, en France et en Europe, on est vraiment encore en paix? Quand le général, chef d'état-major de l'armée, dit il y a quelques jours « Nous devons nous préparer dans 3 ou 4 ans à une guerre de haute intensité », d'une certaine manière, c'est un discours de paix. Bonne vidéo. En un mot, Poutine. Poutine, c'est un dirigeant russe des plus classiques et qui a commis une erreur stratégique majeure en attaquant l'Ukraine. Donald Trump est-il un faiseur de paix? Il veut l'être, et je pense que c'est sincère. Il est sincèrement attaché à l'idée de faire la paix. Vous préférez négocier avec Trump ou Netanyahou? Ni l'un ni l'autre. Les diplomates mentent souvent? Non, parce qu'en disant la vérité, vous gagnez la confiance de l'autre. L'Afrique a-t-elle tourné le dos à la France? Non, c'est la France qui n'a pas compris que l'Afrique se modernisait et qu'il fallait enfin sortir de la France-Afrique réellement et sans se contenter de le répéter à chaque élection présidentielle. La Chine sera la grande gagnante du XXIe siècle? La Chine est la grande puissance qui est la concurrente des États-Unis, mais la Chine a de nombreuses faiblesses, et notamment sa démographie. La morale, elle gagne les guerres? Et hélas, les guerres sont décidées sur le champ de bataille, et c'est la force qui l'emporte. Faut-il encore croire aux valeurs occidentales? Je ne pense pas qu'il y ait des valeurs occidentales. Je crois que vraiment, nous avons répété que nous avons des valeurs, mais ces valeurs sont des valeurs universelles. Vous préférez la paix imparfaite ou la guerre juste? Je préfère la paix imparfaite. Le monde préfère la stabilité à la liberté? Oui, parce que dans un monde instable, il n'y a pas de liberté. Doit-on remettre le service militaire obligatoire? Pour le moment, je pense que ce n'est pas utile. Est-ce qu'un pays peut exister sans ennemis? Sans ennemis, c'est possible, mais sans concurrents, ce n'est pas possible. Vous avez été ambassadeur aux États-Unis, est-ce que vous avez déjà fait des soirées avec Donald Trump? Je n'ai pas fait des soirées avec Donald Trump, mais j'ai rencontré à plusieurs reprises Donald Trump avec le président de la République. En une phrase, comment décririez-vous le monde actuel? C'est un monde où on revient à ce qui était la réalité du monde avant 1913. C'est-à-dire, c'est un monde où la guerre est désormais possible. À un moment donné, vous parlez des mauvaises guerres, des guerres qu'on fait, notamment parce que notre opinion publique, qu'on soit dans une démocratie ou dans une monarchie, nous impose de faire. Vous citez l'exemple de Louis XV qui décide d'aller combattre à la frontière française, alors qu'à l'époque, ce qui se joue, c'est au Canada ou dans les Indes. Est-ce qu'aujourd'hui, l'impact qu'on peut avoir sur l'opinion publique, et nous, en tant que citoyens, on se dit on a envie d'agir, on a envie de réagir, on a envie de se mobiliser pour des causes dans le monde. Est-ce que ça a un intérêt? Est-ce que ça a un impact? Et est-ce que c'est pas aussi dangereux pour nous en tant que pays? Alors, le problème qui oppose finalement le diplomate et le citoyen, c'est que le diplomate et le citoyen ne vivent pas dans le même monde. C'est-à-dire que le citoyen, lui, vit dans le monde finalement des relations interpersonnelles, et il est tout à fait normal qu'il considère qu'il faille punir le méchant, récompenser ou défendre le bon. Mais dans la vie interpersonnelle, vous pouvez naturellement aller voir le commissariat de police ou aller voir le juge et leur dire « un tel m'a pris mon jardin » ou etc. Alors que dans la vie du diplomate, il n'y a pas de juge, il n'y a pas de gendarme. Même les lois internationales ne suffisent pas? Mais parce que le droit, il faut que quelqu'un le mette en œuvre. Il faut que quelqu'un en impose le respect. Et dans la vie internationale, il n'y a pas. Il n'y a pas de juge, il n'y a pas de gendarme qui peut imposer, par exemple, à Vladimir Poutine. Vladimir Poutine a violé à l'évidence le droit international en envahissant l'Ukraine. Mais le répéter ne sert pas à grand-chose. Cela veut dire que face à Poutine, vous avez 2 solutions, et seulement 2. L'une, c'est de vous battre aux côtés de l'Ukraine en disant « l'Ukraine est la victime, je me bats avec l'Ukraine ». Et l'autre, c'est de négocier avec Poutine. Il n'y a pas d'autre solution. Or, il est évident aujourd'hui que les Français ne veulent pas mourir pour l'Ukraine. Et c'est de cela dont nous parlons. C'est est-ce que nous allons nous battre aux côtés de l'Ukraine, parce que l'Ukraine, c'est un pays de 28 millions d'habitants aujourd'hui, face à un pays de 140 millions, et que donc, à l'évidence, la disproportion des forces fait qu'il y a 80 chances sur 100 que l'Ukraine ne remporte pas la guerre. Et donc, si vous ne voulez pas vous battre, il faut négocier. Ça veut dire qu'il faut négocier avec le méchant. Et au-delà même de l'exemple de Poutine. Il y a des gentils et des méchants? Vous êtes convaincu, le citoyen, qu'il y a des gentils et des méchants. Je me mets à votre place de citoyen. Bien sûr. Vous êtes convaincu qu'il y a un gentil et un méchant.
Et donc, je suis obligé de vous dire, moi, le diplomate, bah oui, mais si vous voulez pas mourir pour l'Ukraine, il va falloir négocier avec celui que vous considérez comme le méchant, avec Poutine. Et si vous négociez avec quelqu'un, ça veut dire que vous allez lui faire des concessions. Et alors là, en tant que citoyen, vous hurlez. Comment je vais faire des concessions au méchant, à l'agresseur? Eh bien, c'est ça la diplomatie, hélas, c'est que vous devez souvent négocier avec le diable. Gérard Haro, je suis diplomate de carrière, c'est-à-dire que j'ai fait toute ma carrière au ministère français des Affaires étrangères. J'ai été notamment ambassadeur en Israël, représentant permanent de la France aux Nations Unies et ambassadeur à Washington. Comment on explique à la population ukrainienne qu'il va falloir négocier avec l'envahisseur? Oh, vous savez, je pense que les Ukrainiens le comprennent beaucoup plus facilement que les Français. Les Ukrainiens sont OK avec l'idée de potentiellement perdre une partie de leur territoire? Les Ukrainiens souffrent beaucoup. Il faut bien dire, ils sont épuisés. Cela fait 3 ans que leur pays est dévasté. Bon, contrairement à ce qu'on pense, le président Zelensky n'est pas du tout un ultra. Les Ukrainiens, moi, tout le monde me dit que les Ukrainiens à Kiev savent qu'à la fin du compte, il faudra faire des concessions russes. Voilà. Aujourd'hui, les Ukrainiens ne se battent pas pour rétablir les frontières de 1991, comme les Européens le répètent, mais pour rester indépendants. C'est cela, pour rester libre et indépendant. Et donc, il y a un moment où il faudra négocier, et vous voyez bien que les Européens se sont mis hors négociation. Parce que les Européens, en disant « il faut revenir aux frontières de 1991 », or tout militaire dira, et le chef d'état-major américain le disait déjà il y a 2 ans, c'est impossible militairement. Le rapport des forces joue contre l'Ukraine, et donc les Européens se sont mis hors jeu, et arrive Trump. Et Trump, bon, n'a pas beaucoup de principes, et Trump voit cette affaire de la manière la plus froide, la plus calculatrice, et dit, bon, allez, on arrête, vous gardez les territoires que vous avez pris, mais le problème, c'est qu'en face, vous avez un Poutine qui, finalement, a 2 choix. Soit, comme au poker, je ramasse mes gains, et grâce à Trump, j'obtiens pas mal de concessions de la partie en face, ou je continue. Voilà où on en est. Et jusqu'à maintenant, on voit bien que la manière dont Poutine a repoussé les avances de Trump, on a l'impression que la Russie pense qu'elle va gagner la guerre et qu'elle va tout prendre. Et si on vous écoute, ça veut dire que c'est qu'une question de rapport de force? Ah bah oui, parce que dans une guerre, qui gagne la guerre, c'est celui qui a la meilleure artillerie, comme disait Napoléon. Mais l'ONU n'a plus de rôle, n'a plus d'impact. Mais l'ONU ne peut pas avoir de rôle, parce que l'ONU est fondée, le Conseil de sécurité, c'est le seul qui peut prendre des décisions qui ont force de loi. Le Conseil de sécurité comprend la Russie, qui a le pouvoir de veto. Et donc, les Nations Unies, face à un conflit qui implique les grandes puissances, est impuissante par définition. Vous savez, dans l'histoire du monde, il y a un cimetière de pays qui avaient raison et qui ont été victimes d'une agression et qui n'ont rien pu y faire. Donc, ce sont les rapports de force, c'est le champ de bataille qui décide d'une guerre. Et votre question, honnêtement, vos grands-parents l'auraient pas posée, parce qu'ils savaient de quoi est fait l'histoire, et que l'histoire s'est fait de rapports de force. Mais nous, les Européens, depuis 1945, nous sommes sortis du monde réel, parce que nous avons vécu une sorte de paradis, c'est-à-dire la plus longue période de paix, de prospérité, de liberté, depuis la chute de l'Empire romain. Et donc, depuis 2022, depuis l'agression russe, nous revenons à ce qui a toujours été les relations internationales, quasiment depuis l'Empire romain. Et pour nous, c'est très difficile. Ça veut dire qu'on n'est plus en paix aujourd'hui? Ça veut dire qu'aujourd'hui, la guerre est de retour sur notre continent. Ça veut dire que la guerre devient de nouveau un instrument de politique, ce qu'elle a été pendant des siècles. C'est vraiment, Clausewitz disait, la guerre, c'est c'est la politique conduite par d'autres moyens. Eh bien, nous revenons là. Et alors, en dehors de l'Europe, en dehors de l'Occident, les autres pays, ils ont toujours connu ça. Depuis 1945, il y a eu des millions et peut-être des dizaines de millions d'êtres humains qui sont morts dans des guerres. Et nous avons été hors de l'histoire et nous sommes rejetés de nouveau dans l'histoire, et l'histoire est tragique. Comment on explique qu'aujourd'hui, il y a des guerres dont on parle plus que d'autres? Alors ça, c'est une très bonne question, parce que, par exemple, tout le monde a été indifférent à la guerre qu'ont conduite les Saoudiens et les Émiratis contre le Yémen. Moi, il y a une guerre que je connais très bien, parce que j'étais au Conseil de sécurité, c'est ce qui se passe en République démocratique du Congo, où depuis maintenant 20 ou 30 ans, des millions d'êtres humains ont été tués, et des dizaines de milliers de femmes ont été violées.
comme le viol étant une arme de guerre. Peut-être vous pouvez expliquer justement ce qui se passe actuellement au Congo et les acteurs, les différents acteurs. Alors, la République démocratique du Congo est un pays de, sans doute, on n'en sait même pas, de 80 à 100 millions d'habitants, le plus grand pays francophone du monde officiellement, dont la surface couvre quasiment l'Europe, qui a des ressources minérales gigantesques qui ne sont pas exploitées, et c'est un pays où le gouvernement central ne contrôle pas grand-chose. Et il se trouve que à la frontière orientale, dans la région qui s'appelle le Kivu, qui est la région à côté du Rwanda. Il y a eu un génocide au Rwanda, inter-rwandais, en 1994. Une partie des génocidaires ont fui dans le Kivu, et ça a donné le prétexte au Rwanda pour commencer à interférer avec les affaires de son voisin. Or, c'était un voisin très faible, c'est un voisin qui a des ressources minérales très importantes, et donc, depuis maintenant des dizaines d'années, le Rwanda entretient la guerre dans la région du Kivu, ce qui lui permet de piller d'ailleurs les ressources minérales de la République démocratique du Congo. Ce que vous expliquez, c'est que ces ressources minérales, leur vente de ressources minérales a monté sans explication, et donc ça s'explique en partie par c'est-à-dire que tout le monde ferme les yeux, alors que le Rwanda, qui n'a pas de ressources minérales propres, est devenu soudain un exportateur de ressources minérales. En particulier le coltan, qui est très utile qui est indispensable même pour les téléphones portables. Et donc, tout le monde ferme les yeux et tout le monde va acheter des ressources du coltan au Rwanda. Au fond, quels sont les conflits qui attirent l'attention ? Ce sont des conflits où les intérêts ou, je dirais, les passions des principales puissances sont en jeu. En République démocratique du Congo, honnêtement, aucun pays occidental n'a vraiment d'histoire ou de passion ou d'intérêt lié à la République démocratique du Congo. Vous savez, je dis souvent pour l'Ukraine, essayez d'imaginer si les Russes, au lieu d'envahir l'Ukraine, c'est-à-dire notre continent à nos portes, avaient envahi le Kyrgyzstan ou le Tadjikistan, évidemment qu'on n'aurait pas réagi. Et j'aurais tendance à dire, et comprenez bien que c'est ce que je dis, et puis ils sont comme nous. Vous voyez, ce sont des blancs comme nous, ils vont à l'église, pas beaucoup, comme nous d'ailleurs, et donc il y a aussi ce côté un petit peu d'un Occident qui ne s'intéresse qu'à lui-même. Or, l'Ukraine fait partie, évidemment, fait partie de l'Occident. Oh, mais comment expliquer l'intérêt qu'on peut avoir sur le Congo? Il y a des personnes qui en parlent, et sur Gaza, il y a des personnes qui en parlent. Au Gaza, on a beaucoup entendu parler aussi. Je ne sais pas si vous avez noté, j'ai dit les intérêts et les passions. Et parce que Gaza, là, nous sommes dans une passion qui est le conflit israélo-palestinien. Moi, j'étais ambassadeur en Israël, j'étais même jeune diplomate en Israël, j'ai passé 6 ans de ma vie professionnelle en Israël, c'est un pays que je connais bien, et c'est vrai que avant même le 7 octobre, avant même les atrocités commises par le Hamas, et ensuite la réaction brutale d'Israël, j'étais toujours un peu surpris de l'intérêt passionné que portait l'Occident au conflit israélo-palestinien. C'est un conflit affreux, mais de nouveau, c'était un conflit où les pertes humaines étaient infiniment moins importantes que ce qui se passait ailleurs. Là, je pense qu'on rentre dans ce que l'on peut appeler les passions. Les passions, c'est Jérusalem, c'est un mot qui dit beaucoup à beaucoup. Nazareth, enfin, il y a, je dirais, ce premier côté. C'est un terrain qui est symboliquement important pour nous, qui est quand même le fondement du christianisme. Ensuite, il y a aussi, en Occident, ce qui d'ailleurs explique pas mal de choses. Par ailleurs, il y a la culpabilité immense de la Shoah. C'est vrai que sur notre continent a été commis un génocide commis par les Allemands, mais avec la connivence, voire avec la complicité, voire plus souvent avec l'indifférence de la plupart des Européens. Et nous avons, d'une certaine manière, reporté notre péché, qui est impardonnable. Nous l'avons un peu reporté, il faut bien dire, sur la Palestine. Et donc, il y a, dès que l'on parle de ce sujet, et j'essaye j'ai l'impression d'être toujours sur des œufs quand je parle de ce sujet, il y a évidemment, en Occident, une réaction instinctive. Les passions jouent un rôle important en relations internationales, hélas. Je vous arrête un instant, si vous êtes à ce moment-là de la vidéo, si ça vous intéresse, merci pour ça. Dites-nous en commentaire, est-ce que vous pensez que votre engagement citoyen a un impact aujourd'hui dans les conflits dans le monde? Je vous laisse. Vous savez, en ce qui concerne l'Ukraine, je ne connais quasiment pas un Russe qui considère que l'Ukraine soit un pays indépendant.
Ça ne veut pas dire que les Russes veulent tous envahir l'Ukraine, mais il y a là derrière la décision de Vladimir Poutine, il y a quand même là derrière une histoire profonde, une vision de leur histoire par les Russes. Et donc pour un diplomate, le plus important, c'est l'empathie. C'est-à-dire, vous devez vous mettre dans les chaussures de l'autre. Vous devez essayer de comprendre comment l'autre voit le monde. Ça veut dire que vous l'approuverez. Mais si on s'était mis dans les chaussures de Vladimir Poutine, si on s'était dit attention, ce type, il a déjà utilisé la force. Il est donc prêt à utiliser la force. Il a utilisé en Géorgie, en Syrie, et il l'utilise dans l'est de l'Ukraine. Ce type, il vient d'écrire un article en 2021, juillet 2021, disant que la nation ukrainienne n'existe pas. Et donc, on aurait dû se dire attention, et on aurait dû peut-être mieux prévoir. Et ça veut dire deux choses, mieux prévoir. Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est quoi? C'est envahir la Russie et faire chuter Vladimir Poutine? Justement, ça veut dire on aurait dû choisir entre deux termes d'une alternative. Le premier terme, c'était de dire à Poutine, d'aller voir Poutine, lui dire bon, on a compris, donc l'Ukraine ne rentrera pas dans l'OTAN. Voilà, l'Ukraine est un pays neutre. L'Ukraine doit être une sorte d'état tampon entre l'Europe occidentale, l'OTAN et la Russie. Ça, c'était un premier choix. Le deuxième choix, c'était d'aller voir les Russes en leur disant attention, si vous attaquez l'Ukraine, on se battra, on sera aux côtés de l'Ukraine, et ça ne sera pas facile. On n'a fait ni l'un ni l'autre. Donc, la conséquence a été que, et en plus, au moment de l'annexion de la Crimée par la Russie, on a imposé des sanctions qui, en réalité, sont des sanctions extrêmement minimes. Et donc, si vous êtes russe, vous vous dites, bon, voilà, je vois bien, après ce qu'ils ont fait sur la Crimée, c'est pas grave, ils vont pas vraiment réagir, et par ailleurs, chaque fois qu'il y a un président ukrainien pro-occidental qui est élu, il répète autant. Bon, je vais pas continuer comme ça. J'y vais, et les Européens vont pas réagir. Vous voyez, il faut faire de l'empathie pour essayer ensuite de modifier les calculs de l'autre, de dire attention, qu'est-ce qu'il va faire? Et ça, on l'a pas fait avec la Russie, et c'est ce qu'on doit faire en permanence. Est-ce que vous pensez qu'il y a eu des moments très récents où l'opinion publique a eu un impact sur les guerres qu'il y a pu avoir? Je pense à Gaza notamment, ce qui s'est passé à Gaza. Est-ce que c'est de la volonté de Trump uniquement, ou c'est de la part de la mobilisation de ceux qui se mobilisent depuis le 7 octobre 2023? Alors oui, l'opinion publique peut avoir une influence. Alors je dirais, avant d'aller à Gaza, pour continuer un petit peu sur l'Ukraine, il est évident que aujourd'hui, par exemple, les Européens de l'Ouest sont limités par le pacifisme de leur opinion publique. Vous voyez, chaque fois, rappelez-vous, lorsque le président de la République a dit il faudrait envoyer des formateurs sur le terrain, aussitôt l'opinion publique française, à 60 ou 70%, a marqué sa désapprobation. Donc c'est une des limites et ça, Poutine le sait. Poutine sait parfaitement que les Européens ne voudront pas mourir pour l'Ukraine. Et donc ça joue dans les calculs de Poutine. Sur l'affaire de Gaza, à l'évidence, le problème pour les Français, c'est que l'affaire de Gaza, c'est maintenant un problème de politique intérieure française. Nous avons la première communauté juive en dehors des États-Unis, et en dehors d'Israël évidemment, et nous avons la première communauté arabe d'Europe. Alors, je dis arabe, pourquoi? Parce que les autres musulmans sont beaucoup moins attaqués. Les autres musulmans, en Allemagne, c'est souvent des Turcs. En Grande-Bretagne, c'est souvent des Indo-Pakistanais. Donc, ce sont des populations qui sont moins sensibles à la cause palestinienne parce qu'ils n'ont pas accès à toutes les chaînes en arabe qui parlent de ce sujet. Donc, nous avons une sensibilité particulière. Et si vous êtes le gouvernement français, d'une certaine manière, vous essayez de naviguer entre les deux parce que vous voyez très bien qu'il y a une identification très forte d'une communauté de chaque communauté pour un camp, et vous ne voulez pas, évidemment, attirer le conflit dans vos rues. C'est déjà un peu le cas parce que nous sommes le seul pays d'Europe, je crois, aujourd'hui, où il y a eu où de nos concitoyens sont morts parce que juifs. Et il y en a eu beaucoup. Quand même, les attentats de Kouachi, l'attentat d'Azer HaTorah à Toulouse, les morts de plusieurs de nos concitoyens. Donc, il faut comprendre la position du gouvernement français qui est un peu terrorisé par ce qui se passe.
Hélas, c'est fini. Le conflit est désormais dans nos rues, pour plusieurs raisons. Et donc, c'est une contrainte forte pour le gouvernement, pour le gouvernement de la République. C'est une évidence. Le gouvernement de la République est condamné à, quand il fait un geste, à voir aussitôt une partie de la population qui se cabre contre ce geste. Mais est-ce que cette population-là, qu'elle soit juive ou musulmane, et son engagement sur Gaza, est-ce que ça a un impact sur le président de la République auprès même des relations internationales qu'il peut avoir avec Benyamin Netanyahou ou les autres acteurs Évidemment que cette tension a des conséquences. C'est-à-dire le président de la République ne peut pas prendre une initiative sans penser à cela. Et vraiment, et je dirais qu'en plus, il y a dans ce face-à-face de deux communautés françaises, c'est un sujet délicat et j'essaye de ne pas... c'est un sujet vraiment délicat. Il y a en particulier le fait que je connais pas mal d'hommes politiques. De nouveau, je vous ai dit que j'étais ambassadeur en Israël. J'ai beaucoup parlé avec eux de ce sujet. Il y a aussi le sentiment de je dirais, de ma génération et de la génération qui suit, sentiment qui disparaît peut-être chez les gens de votre âge, d'avoir une responsabilité particulière vis-à-vis de la communauté juive. Nous sommes un pays où l'État français, l'État du maréchal Pétain, a contribué au génocide. Et donc, nous pensons que nous avons, c'est vrai, et personnellement, je porte ce sentiment, que nous avons une responsabilité particulière. Et pour des gens comme moi, et comme, de nouveau, la génération qui suit, voir des milliers de juifs français qui quittent le pays par peur, c'est quelque chose de douloureux. On a l'impression que c'est quelque chose qui va à l'encontre de l'histoire de notre pays. Et pourtant, vous aviez déclaré qu'aujourd'hui, l'État d'Israël était un État d'apartheid. Alors, l'État d'Israël est un État d'apartheid. La phrase doit suivre. C'est d'État d'apartheid en Cisjordanie. D'accord. C'est-à-dire que dans l'État d'Israël lui-même, la population arabe, qui est de 20% de la population, a théoriquement tous les droits politiques et civils des citoyens. Alors, dans la réalité, il y a évidemment des discriminations, mais c'est vrai, comme les Israéliens le répètent, un Arabe israélien a beaucoup plus de droits qu'un Égyptien ou qu'un Saoudien. Ça, c'est dans leur propre pays. C'est une évidence. En revanche, en ce qui concerne la Cisjordanie, il y a deux populations qui vivent sur le même territoire et avec des droits différents. C'est la définition même de l'apartheid. Les Palestiniens de Cisjordanie n'ont aucun droit politique, aucun droit civil, et j'ajouterai que depuis le 7 octobre, ils sont soumis à une violence quotidienne de la part des colons, et cela avec la connivence des forces armées et de la police israélienne. Et demain, comme aujourd'hui la Knesset a voté l'annexion de la Cisjordanie, c'est un vote totalement symbolique et qui n'a pas de conséquences pratiques, mais c'est vrai qu'on va dans cette direction. Ça voudra dire que, pour reprendre une phrase de certains, de la mer au Jourdain, from the sea to the river, de la mer au Jourdain, il risque d'y avoir qu'un seul État, c'est vrai, mais un État israélien, avec une population palestinienne privée de droits, définition même de l'apartheid. J'ai remarqué un truc en France, on adore manifester pour ce qui se passe dans d'autres pays. Tu sais, parfois, moi, je vois des manifs, guerre en Ukraine, Gaza, les droits de l'homme en Corée. Moi, je me pose la question, est-ce que ces pays pour lesquels on manifestent pour nous aussi? Est-ce que t'as des manifs dans les rues de Moscou avec des Russes qui crient Drenek Macron, Drenek droit du travail, Brigitte, grosse couille, Je trouvais la réflexion intéressante de se dire, c'est vrai qu'en France, on est réputé pour être le pays des droits de l'homme, on soutient beaucoup de causes dans le monde. Est-ce que dans le monde aussi, on parle de nous? Alors d'abord, c'est une des grandeurs de la démocratie libérale. Vous avez des Anglais qui manifestent en Angleterre, vous avez des Américains qui manifestent, et pas seulement contre Donald Trump. Le droit de manifestation est un des droits fondamentaux de la démocratie. Le deuxième élément, qui est un élément, je dirais, vous avez raison, français, mais pas seulement français. Il y a aussi, je pense que pour les Anglais ou pour les Américains, il y a le sentiment que nous tirons de notre histoire
n'oublions pas que nous avons été une grande puissance. Nous avons raté la domination du monde face aux Anglais, mais nous étions le challenger. Aussi, nous avons été une grande puissance coloniale. Donc, nous avons une vision du monde. Nous considérons que les affaires du monde nous concernent. Il y a aussi l'universalisme de la Révolution française. Donc, c'est vrai que, contrairement aux Italiens ou aux Allemands, qui sont beaucoup moins intéressés par les affaires internationales, qui en tout cas le manifestent beaucoup moins dans les rues, c'est vrai que la France, pour toutes ces raisons, des raisons qui sont à la fois nobles et moins nobles, des raisons fondamentalement historiques, la France se sent concernée par ce qui se passe dans le monde. On écoute encore les Français aujourd'hui sur les valeurs qu'ils peuvent avoir. Au Quai d'Orsay, au ministère des Affaires étrangères, on dit la France joue en première classe avec un billet de deuxième classe. Donc c'est vrai que nous sommes une puissance moyenne. Nous n'avons pas honte d'être ce que nous sommes. Nous sommes 67 millions. Nous n'avons pas de ressources personnelles à part des idées. Voilà, nous jouons un petit peu, je dirais, au-dessus de notre classe. Mais en ce qui concerne les valeurs, quand j'étais représentant permanent de la France aux Nations Unies, vous savez, aux Nations Unies, vous avez 190 ambassadeurs représentant tous les pays du monde. C'est passionnant de discuter avec eux. Vous sentez le fort ressentiment, qu'ils éprouvent à notre égard occidentaux et français en particulier. Pourquoi le ressentiment? Alors, ressentiment pour d'abord le passé colonial. Ça, c'est vraiment, il n'y a que sur certains bancs de l'Assemblée nationale qu'on pense que la colonisation est vue comme une entreprise de civilisation. Non, il y a ce ressentiment colonial. Il y a le ressentiment contre les États-Unis, parce que les États-Unis n'ont cessé de bombarder à droite et à gauche. Vous savez, les Chinois publient une liste des interventions militaires dans le monde depuis 1980. Alors, ils ont choisi 1980 parce qu'en 78, ils envahissaient le Vietnam. Donc, mais depuis 1980, la Chine n'a pas fait une intervention militaire et ils ont une liste de 31 interventions militaires américaines. Et les Américains continuent, vous voyez, regardez ce qu'ils font, par exemple, dans la mer Caraïbe, où ils détruisent sans aucune explication, sans aucune preuve, des bateaux dont ils disent que ce sont des bateaux de trafiquants. Donc, pour revenir au ressentiment du reste du monde, il y a le ressentiment des interventions américaines, il y a aussi le ressentiment du deux poids, deux mesures. Chaque fois qu'une fusée tombe sur Kharkiv, nous poussons des hauts cris et nous avons raison. Rappelez-vous les dizaines de milliers de tonnes d'explosifs qui sont tombés sur Gaza. Honnêtement, l'Occident n'a pas beaucoup parlé. Donc, et ça, le reste du monde le sent bien, ce deux poids deux mesures. Donc, ils n'en peuvent plus du soldat américain et du missionnaire européen. Voilà, ils n'en peuvent plus. Et donc, ça, c'est vraiment ce sentiment. Et donc, lorsque nous jouons le missionnaire européen, c'est-à-dire nous faisons la leçon, ils disent, attendez, on vous entend beaucoup si c'est un petit pays, on vous entend assez peu sur les Ouïghours en Chine. Vous voyez, un jour, j'ai fait un discours aux Nations Unies, sur instruction naturellement de Paris, sur les droits de l'homme à Cuba. Très beau discours, puisque c'était moi qui l'avais écrit. Mais plus sérieusement, à la sortie, le Cubain qui parlait un français parfait, qui connaissait des centaines de vers de Victor Hugo par cœur, et qui me faisait honte de ce point de vue-là, est venu me voir en me disant « Gérard, formidable ton discours, mais tu m'inviteras quand tu feras le même sur l'Arabie Saoudite ». Et évidemment, je n'ai jamais fait de discours sur les droits de l'homme en Arabie Saoudite. Mais parce que nous avons des intérêts majeurs à entretenir de bonnes relations avec l'Arabie Saoudite. Donc, nos intérêts sont supérieurs à nos valeurs. Évidemment. Vous n'allez pas... C'est pas forcément évident pour tous les citoyens, c'est pour ça que je pose la question. Pourtant, vous voyez bien, quand vous êtes... Vous savez, le président de la République française, quel qu'il soit, c'est pas le pape qui parle du balcon de Saint-Pierre de Rome, et le monde, c'est pas de pieux pèlerins qui viennent l'écouter en disant oui, on l'aime beaucoup, pour ensuite évidemment violer ce qu'il vient de dire dans le secret de leur chambre. Non, le président de la République française, il est en charge des intérêts et des valeurs. Et est-ce que vous croyez que si demain il critiquait la Chine, ce qui entraînerait immédiatement des représailles économiques chinoises, des écoles fermées, des usines fermées en France, des contrats perdus, est-ce que vous pensez que le citoyen français, qui a des valeurs fortes, lui dirait « Bravo, merci, continue, fais la même chose en Arabie Saoudite, comme ça, on n'aura plus de pétrole ».
il y a aussi une hypocrisie du citoyen. Hein. Le citoyen dit évidemment qu'il aime bien les valeurs, mais quand il le faut, voilà, c'est comme nous sommes tous dans notre vie personnelle, nous avons de grandes valeurs, mais si on peut tricher pour payer moins d'impôts, on le fera. Voilà, c'est ça un petit peu, c'est la vie réelle, et la vie réelle, hélas, un chef d'État doit défendre aussi les intérêts. Les intérêts, ce sont naturellement, ce sont les emplois, en particulier les emplois en France. Mais est-ce que vous croyez qu'il y a des valeurs universelles aujourd'hui ? Oui, il y a des valeurs universelles. Évidemment, l'être humain est une valeur universelle. Et comment on fait pour défendre ces valeurs-là quand on doit faire des compromis, justement, quand on doit négocier avec l'Arabie Saoudite ou la Chine ? Au fond, les relations internationales, de ce point de vue-là, ça ressemble à votre vie. Vous avez des principes, est-ce que vous les respectez toujours ? Il y a toujours un calcul, et c'est un calcul que l'on fait sans joie particulière, de se dire, voyez, vous vous dites, franchement, les Saoudiens, ce qu'ils faisaient au Yémen, c'est vraiment atroce. Et ça, c'est d'un côté votre réaction, et de l'autre, vous vous dites, alors vous pouvez vous dire deux choses. D'abord, si je romps avec l'Arabie Saoudite, qu'est-ce que ça va me coûter ? Et deuxièmement, de dire, mais si je romps avec l'Arabie Saoudite, est-ce que ça va servir à quelque chose ? Voyez, parce que il y a dans les avocats des valeurs, il y a aussi ceux qui se contentent un petit peu des déclarations viriles. Voyez, c'est mal. Mais si vous dites par exemple aux Chinois, là, aujourd'hui vous dites aux Chinois, alors vraiment, c'est vraiment mal ce que vous faites avec les Ouïghours, vous commettez un génocide, est-ce que ça va changer quelque chose dans la politique chinoise ? N'est-ce pas ? Mais comment on fait pour que ça change alors ? Il y a des moments où on ne peut pas le faire changer. Je suis désolé. On ferme les yeux, on accepte. Mais non, pas fermer les yeux. On peut très bien garder les yeux ouverts sur ce qui se passe, mais de se dire que moi, petit Français ou mon pays, nous ne pouvons rien pour défendre les Ouïghours. Parce que l'affaire des Ouïghours est extraordinaire. Parce que savez-vous qui ont défendu la politique chinoise sur les Ouïghours ? Ce sont les pays musulmans. Les pays musulmans, la Ligue arabe a voté pour approuver la politique chinoise chez les Ouïghours. Donc, parce qu'il y a un vote auprès de la Ligue arabe. La Ligue arabe a voté, oui, la Ligue arabe, elle se réunit régulièrement, hein, et elle vote. Sur la politique intérieure en Chine ? Sur cette affaire, les Chinois sont venus les voir. Les Chinois sont venus les voir en disant « approuvez la politique que nous menons ». Et évidemment qu'ils ont approuvé. Parce qu'ils ont des intérêts trop liés avec la Chine. Évidemment, ils ont des intérêts liés avec la Chine comme nous. Hein. Donc, non, c'est une question que se pose tout homme politique, et il faut la faire en disant quels sont nos intérêts et quelle est aussi l'efficacité de la politique. Vous voyez, en quoi puis-je être efficace ? Vous savez, l'affaire des droits de l'homme est toujours une affaire délicate, et il y a toujours eu le débat sur la déclaration virile, qui ne change rien et au contraire peut entraîner d'ailleurs un durcissement de la politique du pays en question, ou discrètement, quand vous rencontrez le Chinois ou quelqu'un d'autre, lui dire est-ce que vous pourriez pas libérer monsieur A, B ou C, ça nous arrangerait, etc. Et voilà, alors tout ça n'est pas très glorieux, mais la vie et les relations internationales, ça se passe pas dans une sorte d'empirer ou ignorer que des principes, non, on a les mains dans le cambouis. La seule manière d'avoir les mains propres, c'est de ne pas avoir de mains. Et donc, vous êtes obligé de nouveau de vous salir les mains dans un monde qui est fondamentalement sale. Vous dites que donc ça sert à rien parce qu'on a des intérêts avec certains pays qui n'ont pas forcément nos valeurs. Est-ce qu'aujourd'hui, les sanctions qui ont été mises, notamment contre la Russie par rapport à son invasion de l'Ukraine, est-ce que c'est utile ? Est-ce qu'il fallait le faire ? J'ai changé d'avis là-dessus à cause de cette affaire ukrainienne. Parce que jusque-là, je voyais quand même très fort, et c'est le cas de la plupart des sanctions, c'est quand un État, justement, a une pression de son opinion publique sur le thème « il faut faire quelque chose », vous faites des sanctions. C'est pas la guerre, et puis ça vous permet de vous dire à l'autre, à votre opinion publique, vous voyez, j'agis, et dans les faits, une sanction est contournée dans les 6 mois ou dans le 1 an. Il y a une chose qu'il faut reconnaître au capitalisme, c'est son infinie capacité d'adaptation. Oui, parce que j'allais dire, les sanctions russes, aujourd'hui, on voit que du pétrole russe et du gaz russe est quand même acheminé en Europe par différents avant de venir à l'Europe, avant de venir à l'affaire russe, et donc toutes ces sanctions, au contraire, c'est du bénéfice pour les intermédiaires plus ou moins douteux, certaines banques que je ne citerai pas, et donc voilà. Et en même temps, on disait, voyez, j'agis. Moi, quand j'étais au Conseil de sécurité, où je représentais la France,
j'ai voté une dizaine de régimes de sanctions. Donc là, on arrive avec la Russie. C'est vrai que les sanctions sont contournées. Vous avez la fameuse flotte fantôme, de bateaux fantômes, des centaines de bateaux fantômes qui ne sont immatriculés nulle part et qui trimballent le gaz et le pétrole russe. Vous avez aussi, c'est très amusant, vous regardez si vous avez la curiosité, vous regardez les exportations allemandes vers le Kazakhstan, le Kirghizistan, l'Azerbaïdjan, elles ont été multipliées par 5. Cela étant, les sanctions prises contre la Russie sont sans précédent. Et donc, même si on arrive à les contourner en partie, elles ont quand même des conséquences douloureuses pour les Russes. C'est quand même là, on est au 19e train de sanctions de l'Union européenne. On a changé quand même de dimension pour les sanctions. Et les dernières, prises par les Américains il y a maintenant 2 ou 3 jours, ont des conséquences immédiates. Les Chinois, des grandes sociétés chinoises ont annoncé qu'elles arrêtaient d'acheter du pétrole américain, du pétrole russe. Les Indiens viennent de faire la même chose. Parce que les Américains ont un avantage sur les Européens. Ils sont beaucoup plus brutaux. Et puis, il y a qu'un pays, les États-Unis, et donc ils peuvent prendre leurs décisions facilement. Et donc, moi, je l'ai vu parce que j'ai dû gérer en 2018 les sanctions contre l'Iran. Et donc, comment procèdent les Américains ? L'Américain va voir l'entreprise chinoise et lui dit « Vous pouvez acheter, si vous voulez, du pétrole russe, mais je vous avertis, demain, vous n'avez plus accès au marché américain. » Voyez ? Et ça, pour une entreprise, quelle qu'elle soit chinoise ou française, c'est insupportable. Parce que le marché américain, c'est d'abord un des plus grands marchés au monde, un marché stable, et surtout, vous avez derrière ce qu'on appelle pour les financiers la liquidité de New York. C'est-à-dire que aujourd'hui, une grande entreprise dans le monde ne peut pas survivre si elle ne peut pas avoir accès à la bourse de New York, au marché financier de la bourse de New York. Et donc, les sanctions américaines sont, contrairement aux sanctions européennes, sont dévastatrices. Et donc, oui, ça peut marcher, les sanctions, mais il faut encore que l'on aille, je dis, très loin dans ce domaine des sanctions. Et je ne pense qu'avant les sanctions contre la Russie, il y avait eu les sanctions contre l'Iran, qui sont à peu près du même type. Vous parlez des États-Unis qui font pression sur les entreprises chinoises pour ne pas acheter du pétrole russe. Est-ce que les États-Unis, sous couvert de valeur et de défendre l'Ukraine, en fait, ne sont pas qu'intéressés par que tout le monde leur achète leur pétrole et n'achète plus le pétrole russe ? Non, il faut pas. Il y a une chose. Est-ce qu'il n'y a pas qu'un argument économique derrière ? Non, il y a une chose qu'il faut, en relation internationale, dont il faut se méfier, c'est le machiavélisme, de penser que tout n'est que intérêt, mais intérêt au sens le plus matériel du terme. C'est peut-être le cas pour la personne de Donald Trump, je dois l'avouer, mais sinon, parmi les intérêts, il y a aussi les intérêts géostratégiques qui jouent un rôle. Les intérêts, c'est pas seulement du fric, c'est aussi l'équilibre du monde, c'est aussi la sécurité du pays. Vous savez, Thucydide, l'historien grec de la guerre du Péloponnèse, disait que les États avaient trois objectifs dans leur politique: la sécurité, la prospérité et le prestige. Oui, c'est ce Donc que vous il y a la mentionnez prospérité, ça c'est évident, mais il y a aussi la sécurité et il y a le prestige. Vous pensez que c'est toujours vrai ? Oui, toujours vrai. Ah oui, je pense que c'est toujours vrai. Et donc, dans l'affaire de l'Ukraine, il serait idiot de nier l'intérêt économique des États-Unis dans cette guerre. Vous avez vu, Trump a essayé de tordre le bras des malheureux Ukrainiens pour obtenir une sorte de monopole sur les terres rares ukrainiennes. Et il y a un peu aussi le fait de fermer les yeux sur le Rwanda de la même manière au Congo pour exactement, pour avoir les terres rares. Et puis, il y a aussi... évidemment, du coup, maintenant, les Européens achètent le gaz de schiste américain, mais il y a aussi la question de la sécurité. Dans la géopolitique américaine, une géopolitique qui se définit à la fin du 19e siècle, il y a un élément central que depuis lors les États-Unis ont toujours conservé, c'est que ils n'accepteront pas qu'un pays puisse dominer entièrement un autre continent, parce qu'ils considèrent que dans ce cas-là, ce pays deviendra ensuite une menace pour eux. Et on l'a vu quand ils sont intervenus en Europe. Ils sont intervenus en Europe pour empêcher l'Allemagne, puis l'Union soviétique, d'imposer leur domination sur le continent. Et en ce qui concerne l'Ukraine, on voyait bien que les Américains sont intervenus que parce que les Européens ne pouvaient pas le faire. Mais les Américains
veulent se dégager de ce conflit. Pour eux, le conflit ukrainien n'est pas un conflit essentiel, existentiel. C'est même, d'une certaine manière, ça leur détourne leur attention et leurs moyens du vrai sujet qui s'appelle la Chine. Et donc, que Trump négocie n'est pas une surprise. Et je suis même à peu près convaincu que si Kamala Harris avait été élue, la candidate démocrate, elle aurait elle-même essayé de négocier avec la Russie. Pour les Américains, l'Europe n'est plus le sujet. L'Europe, c'est une périphérie vieillissante parce que ce sont des pragmatiques. C'est pas en Europe qu'il y a la croissance. Ce n'est pas en Europe qu'il y a la révolution technologique qui s'accélère dans le reste du monde. Et ce n'est pas en Europe où il y a la menace. La vraie menace pour les États-Unis, c'est pas la Russie. Dont ils disent que c'est une station-service avec des armes nucléaires. Ce qui est assez vrai comme définition. Pour eux, la vraie menace, c'est évidemment la Chine. Et donc, lorsque Obama a quitté ses fonctions en 2016, il a donné un très long interview à The Atlantic, le magazine américain, et il a dit l'avenir du monde sera défini entre New Delhi et Los Angeles. Voilà, l'avenir du monde, c'est en Asie. Donc au fond, c'est sur le Pacifique, plutôt côté Pacifique et Atlantique. Parce que c'est la fin de la civilisation atlantique. Nous rentrons dans une civilisation du Pacifique. Et les Américains sont des pragmatiques absolus. Et de surcroît, si vous connaissez les élites américaines, vous vous rendez compte qu'elles sont de moins en moins proches, intéressées par l'Europe. Elles apprennent de moins en moins. Vous savez, les gens riches de Manhattan, leurs enfants, ils leur font apprendre le mandarin. Ils leur font plus apprendre le français. Donc pour eux, l'Europe, en gros, c'est un lieu de vacances. Alors, les milliardaires ont des villas à Saint-Tropez, mais c'est plus là vraiment pour eux le sujet. Et ces milliardaires-là, ce qui les intéresse, c'est d'avoir accès à Pékin, beaucoup plus que d'avoir accès à Paris ou à Londres. Est-ce qu'il faut changer ça? Et comment l'Europe doit se positionner? C'est vrai que les Européens, d'une certaine manière, ont envie de sortir de l'histoire, parce que l'histoire, nous en avons produit trop. 2 guerres mondiales, un génocide pour le XXe siècle, sans compter les horreurs des révolutions, ça fait beaucoup. Je dirais que mon sentiment, et là je caricature un petit peu, j'ai l'impression que les Européens rêvent d'être une maison de retraite et un camp de vacances. C'est vrai ce qu'on veut faire d'eux ou c'est ce que nous voulons? J'ai l'impression que c'est ce que nous voulons. C'est aujourd'hui que les Français, les Européens, nous avons la qualité de vie, la meilleure qualité de vie au monde aujourd'hui. Tout le monde dit allez vivre à Shanghai et vous verrez ce que c'est. On a la meilleure qualité de vie. Il y a des meilleurs hôpitaux par exemple en France, en Europe, en tout cas pour tout le monde. Ça, c'est ça qui est pour tout le monde. Nous avons donc nous sommes la civilisation la plus humaine au monde, mais le problème c'est que est-ce que nous pourrons continuer à la faire vivre, à la faire vivre? Est-ce que les autres nous laisseront profiter de cette qualité de vie? D'une certaine manière, Vladimir Poutine nous a dit non, et nous avons aujourd'hui, il est difficile de faire des prévisions parce qu'il se passe quelque chose qui est cosmique et qui suscite l'indifférence du monde. La vraie nouvelle aujourd'hui, c'est l'effondrement de la croissance démographique dans tous les pays du monde. C'est ahurissant. On n'a jamais vu ça dans l'histoire de l'humanité et personne n'a d'explication, vraiment. Alors en France, on dit c'est à cause de l'allocation familiale. Soyons sérieux. Aujourd'hui, la population de la Chine a commencé à diminuer. Dans un siècle, il n'y a plus un Coréen. Si sur cette lancée, la Corée est en train de disparaître. Et donc, vous avez dans les 40... L'autre jour, je n'avais pas réalisé d'ailleurs. Aujourd'hui, les Chinois font 100 fois plus de robots que les Britanniques. La statistique que j'ai trouvée, c'est portée sur les Britanniques. À mon avis, c'est la même chose par rapport à la France. Plus que tout le monde. J'ai vu la statistique mais il y a aussi, une raison, cela étant. C'est pas parce que par le génie des Chinois, c'est que la population active de la Chine va diminuer de 400 millions dans les 40 ans qui viennent. Voilà. Donc, ils ont besoin de robots. Quoi. Il y a un changement civilisationnel, et donc, il est difficile aussi de faire des projections, parce que vous dites, par exemple, l'Europe vieillit. Mais figurez-vous que les Français, aujourd'hui, les Françaises, font plus d'enfants que les Turcs, les Iraniennes et les Tunisiennes. C'est cosmique. Vous imaginez la République islamique,
Il y a donc une crise profonde, et donc c'est vrai qu'il est très difficile de faire des prévisions et de dire ah bah l'Europe ça va mal parce que l'Europe, en particulier sa démographie. Des pays comme la Bulgarie, la Lettonie par exemple, ont une démographie comparable à celle de la Corée du Sud. Hein. Et la population bulgare diminue. Aujourd'hui, le pays qui fait le plus d'enfants en Europe, c'est la France. Alors elle le fait avec 1,55, alors que le taux de remplacement est de 1, mais c'est quand même la France. Donc il est difficile de dire, mais ça sera aux Européens de dire quel est quel avenir je choisis. Pour le moment, les pays européens, à l'évidence, ne veulent pas choisir, ne veulent pas sortir du paradis dont je parlais. Et Est-ce qu'il faut un fédéralisme, faire en sorte que tous les Européens soient ensemble, parlent d'une même voix pour justement peser à nouveau face aux États-Unis, face à la Chine? Honnêtement, je pense que la question fédérale aujourd'hui est une question un peu dépassée parce que vous avez, on n'en a pas parlé, mais un des éléments essentiels de la vie aujourd'hui, de la réalité aujourd'hui, c'est évidemment la crise populiste. Vous avez aujourd'hui, c'est ahurissant. Dans les trois pays, France, Grande-Bretagne et Allemagne, c'est l'extrême droite qui est en tête dans les sondages. C'est quelque chose essayez d'imaginer il y a 10-15 ans si on avait posé cette question. Donc il y a une très forte poussée fédéraliste, populiste. Ouais. Et donc, au moment où ces 35-40% de vos concitoyens disent je ne veux plus de Bruxelles, ou c'est la faute à Bruxelles, vous allez quand même pas leur dire ah vous êtes contre l'Europe, on va vous en donner plus. Je pense que politiquement la question fédérale. Est-ce que c'est pas paradoxal c'est pas paradoxal quand on voit l'état du monde aujourd'hui? Totalement, mais on aurait peut-être besoin d'un point de vue en tant que diplomate, cette vue de diplomate, on se dit qu'on aurait besoin d'une Europe forte, et pour autant dans chacun des pays tout le monde est méfiant d'une exactement. entité Et au supranationale. contraire, c'est le contraire même, on va plus loin. C'est le retour des frontières, c'est le retour du protectionnisme. Le protectionnisme est de retour, et il va rester. Et donc. Mais c'est quoi? C'est que les gens ne comprennent pas les enjeux internationaux. Pourquoi les gens dans ce cas-là sont Non, mais les gens ne comprennent déjà. On comprend très rarement les enjeux internationaux. Pour le citoyen qui est dans la rue à Niort ou à Carpentras. Ce qui est important pour lui, d'une certaine manière, c'est quand même c'est les emplois, c'est la sécurité, et donc tous ces citoyens, ces 35-40% de nos concitoyens, c'est quand même des chiffres importants, considèrent que les élites ne répondent pas à ces questions. Les élections dans les démocraties, c'est 99 fois sur 100, c'est sur des enjeux intérieurs que ça se joue, et c'est très rare que les enjeux extérieurs jouent. Pour les prochaines élections, elles joueront plus que d'habitude, parce qu'il y a la guerre en Ukraine, donc elles joueront sans doute plus que d'habitude, mais néanmoins elles seront décidées sur des critères de politique intérieure. Et ces critères de politique intérieure sont en particulier, pour ces 35-40%, une hostilité viscérale aux élites, et ces élites sont assimilées à l'Europe d'une grande manière, à Bruxelles. Donc je pense que parler de fédéralisme aujourd'hui, c'est irréaliste, parce qu'après il faudra le faire ratifier par les 27 pays. Alors imaginez qu'on mette l'option fédéraliste dans un référendum en France. Voilà. Mais vous y seriez favorable, Comment vous y seriez favorable, vous, de ce que vous avez vu de l'alliance des pays européens, des tensions internes à l'Europe? Est-ce que c'est possible? Moi, vous savez, c'est tout un petit peu tout l'enjeu de ce livre. Je suis un réaliste, c'est-à-dire je ne suis pas un rêveur, et donc je vois bien que vouloir aller de l'avant dans le fédéralisme, ce n'est pas réaliste, et au contraire, ça risque de provoquer un backlash. Donc moi, j'aurais tendance à dire, faisons fonctionner l'Europe que nous avons. Et je ne suis pas sûr d'ailleurs qu'elle fonctionne bien de surcroît. Essayons de faire qu'elle fonctionne mieux. Regardez la question du protectionnisme. Aujourd'hui, l'Union européenne, c'est le Vatican du libre-échange. Il faut ouvrir les frontières, c'est bien, c'est formidable, la concurrence, etc. Ça fait baisser les prix. Voilà, c'est quand même un peu le libre-échange pour les nuls. Or, il est évident que ce libre-échange a aussi des conséquences en termes de fermeture d'usines dans les petites villes, en termes de les Chinois trichent, tout le monde le sait bien.
Des citoyens nous disent, voilà, nous avons besoin de frontières, nous avons besoin de protection. Donc, essayons de nous battre à Bruxelles pour que l'Union européenne défende beaucoup plus nos industries qui sont en grande partie qui ont filé vers la Chine. Et deuxièmement, ne demandons pas à l'Europe ce qu'elle ne peut pas fournir. Et il y a aussi la France. La France, ça existe, c'est 68 millions d'habitants. Elle peut aussi défendre ses intérêts. Donc, faisons en sorte qu'il y ait une sorte de complémentarité d'une Union européenne plus réactive face aux réalités du monde, beaucoup moins, je dirais, bisounours. Pour défendre, vous savez, tous les panneaux solaires sont partis en Chine. On ne fait plus de panneaux solaires. Si ça continue, on ne va plus faire non plus de batteries pour les véhicules électriques. Donc, sur les véhicules électriques chinois, par exemple, les Américains ont imposé des droits de douane de 100%, les Canadiens de 107%. Et nous, de 37%. Alors, soit notre industrie automobile est vraiment très compétitive par rapport à l'américaine ou à la canadienne, permettez-moi d'en douter, soit une fois de plus, l'Union européenne a pris une décision trop peu et trop tard. C'est le problème d'être à 27. Prendre des décisions à 27, c'est évidemment toujours compliqué. Sur ces véhicules industriels, c'est quasiment une caricature, parce que donc, on discutait de ces droits de douane sur la Chine, qu'ont fait les Chinois. Ils sont allés voir les Espagnols en leur disant, tiens, je vais investir $1,5 milliard chez vous. Donc, et ils ont rappelé aux Suédois que Volvo appartenait à la Chine. Oui, et donc, d'un seul coup, la Suède et l'Espagne ont été réticents à soutenir des droits de douane vraiment punitifs. C'est le problème des 27. On agit lentement et on est toujours dans le compromis, dans l'à peu près. Donc, il faudrait réduire l'Europe, peut-être. Oh non, mais elle est là, c'est trop tard. J'essaie de comprendre votre position, même si je sais que vous êtes réaliste. Il faut vivre avec ce qu'on a. Il serait irréaliste de penser que l'on puisse demander aux Espagnols et aux Suédois d'aller ailleurs. Le fait d'avoir la guerre, c'est d'avoir un ennemi commun. Vous citez dans votre livre que la France et l'Angleterre ont fait la paix parce qu'ils ont vu l'Allemagne monter un peu avant la Première Guerre mondiale. Est-ce qu'au fond, la paix mondiale, elle viendra pas que quand il y aura un ennemi commun, peut-être des extraterrestres ou autres Oh là là, non, vous savez, les Européens, nous sommes les derniers à pouvoir comprendre le monde qui vient, parce que de nouveau, comme je vous ai dit, nous venons de vivre 77 ans de paix, enfin à l'ouest et 30 ans à l'est. Mais regardez, moi je trouve c'est à quel point la guerre ou le conflit fait partie de la nature humaine. Regardez ce que fait Orban. Orban, Premier ministre de la Hongrie. Voilà, qui est le dirigeant hongrois. Figurez-vous qu'il y a une minorité hongroise, d'ailleurs il y a plein de minorités hongroises partout, mais il y en a une en Ukraine. Eh bien, que fait-il ? Il est en train, au fond, d'envoyer des agents en Ukraine, pour, visiblement, il espère récupérer cette zone, vous voyez. Et donc, les conflits territoriaux, l'Europe les a mis sous cloche, après la guerre, à cause du deuil de la guerre, mais aussi parce qu'il y avait les États-Unis et l'Union soviétique. Et après, il y a eu l'Union européenne, qui est un mécanisme de maintien de la paix, l'Union européenne, ce qui fait qu'il y a toujours des contentions entre Européens. Au lieu de les résoudre sur les champs de bataille des Flandres, vous les résolvez dans les couloirs de Bruxelles. Vous savez, j'aime bien, à un moment, j'allais souvent à Bruxelles, parce que je travaillais sur des affaires de l'Union européenne, et j'aimais bien de regarder sur le chemin du Thalys, du train, les champs de bataille. Vous voyez, vous passiez par Fleurus, Nirvine, vous avez les grands champs de bataille des multiples guerres que nous y avons conduites. Donc, il ne faut pas sous-estimer le fait que s'il y a la guerre depuis 5000 ans, c'est que ça correspond aussi, d'une certaine manière, à une nature de l'homme. Que va faire la Turquie maintenant de sa puissance recouvrée ? C'est la grande puissance de demain, la Turquie. Or, il y a des problèmes territoriaux majeurs avec la Grèce et avec Chypre. Comment va-t-elle utiliser cette nouvelle puissance ? On l'a dit sur le Rwanda. Le Rwanda a envahi la République démocratique du Congo dans l'indifférence générale. Donc je crois on n'a pas fini avec la guerre. Que la guerre est de retour, que la guerre fait partie d'une certaine manière de la nature humaine. Et de nouveau, pour les Européens, et en particulier pour votre génération, que vous êtes des bisounours gentils, ça va être très difficile de vous y faire.
Moi, j'ai été encore élevé. Je suis la dernière génération à avoir été élevé dans les souvenirs de la guerre. On n'est pas en guerre aujourd'hui en France? Non, on n'est pas en guerre, mais on a un pays qui nous est hostile, qui conduit en France des opérations de désinformation, des opérations informatiques, d'agression informatique, qui est évidemment la Russie. Vous l'avez vu avec les fausses mains rouges sur le mémorial de la Shoah, avec les fausses têtes de cochons jetées devant les mosquées. Voilà, ce sont des opérations brutales des services de renseignement russes. Et vous avez tous les jours des opérations d'attaque informatique sur nos systèmes de défense. Oui, nous sommes dans un état d'hostilité vis-à-vis de la Russie, mais ce n'est pas, Dieu merci, une guerre ouverte. Et quand le général chef d'état-major de l'armée dit il y a quelques jours, nous devons nous préparer dans 3 ou 4 ans à une guerre de haute intensité, d'une certaine manière, c'est un discours de paix. Alors, évidemment, pour la logique d'aujourd'hui, ça paraît surprenant que je dise cela. Vous faites référence au chef d'état-major français qui dit attention, dans 3 ans, la Russie peut envahir la France. Exactement. Non, il dit pas la Russie, il dit... c'est comme ça qu'on le comprend, en tout cas. Nous pourrions nous trouver en guerre. Eh bien, je dis, ça, c'est pas un discours alarmiste, c'est un discours de paix. Parce que il nous rappelle la vérité qui a été celle de millénaires, c'est si tu veux la paix, prépare la guerre. La paix, elle repose sur la dissuasion, c'est-à-dire on dissuade l'adversaire d'attaquer parce qu'on lui dit tu vas pas gagner. Et donc voilà, et je crois qu'on est revenu là-dessus. Si nous voulons la paix, c'est une évidence. Les Européens, tous les pays européens veulent la paix. Nous voulons la paix, mais ça veut dire hélas que nous devons préparer la guerre. Merci beaucoup Gérard Araud. Je vous en prie. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si ce genre de sujet vous intéresse, pensez bien à vous abonner à notre chaîne pour être notifié lorsqu'une prochaine vidéo sortira. On propose aussi tous nos formats vidéo en format podcast sur toutes les plateformes d'écoute. Donc que vous préférez nous suivre en podcast ou sur YouTube, on continuera de faire vivre le débat d'idées. Je vous dis à la semaine prochaine. Salut.